Et ces troubles dont vous parliez, c'était plus fort le jour ou la nuit? La nuit. D'abord je m'assoupissais, puis je commençais à rêver. Je nous vois ensemble, ils me disent de me lever pour qu'on parte. Alors je me levais pour les suivre et sortais de la maison. Mais dans ces conditions, je n'ai pas de force. Je m'assois devant la maison, exposée au froid. Il m'est arrivé de passer une nuit entière comme ça. Mais dans ces moments-là, je me sens très faible. Je suis comme endormie. Alors là où l'on se réveille pour se rendormir aussitôt, moi je me réveille et mes rêves s'arrêtent. Mais alors je suis malade toute la journée. J'ai la tête douloureuse. Je suis souffrante et ne quitte plus la maison et ne peux plus que rester au lit. J'ai vécu ainsi et je sentais que ma tête ne résonnait plus. Quand je croisais quelqu'un, j'avais peur. J'avais tout le temps peur. Si quelque chose tombait pendant que j'étais dans la maison, par exemple, je sursautais. Je n'avais plus de cœur. C'est comme si mon cœur était parti quelque part. Quand j'ai retrouvé un brin de conscience, j'étais à l'hôpital de Byumba. Là, il y avait des Européens de Médecins sans frontières et d'autres gens qui soignaient. Il y avait des blessés, surtout des militaires blessés. Je me suis donc retrouvée là. J'avais très mal et je croyais que je n'allais pas m'en sortir. Je ne souhaitais pas survivre. Je me disais que jamais plus je n'aurais d'enfants, plus de frères, ni sœurs, plus de famille. Je ne trouvais aucun sens à cette vie que j'aurais pu recouvrer. Il y avait des Européens qui sont venus. Y avait-il des Français parmi eux? Je l'ignore. Mais il y avait des Italiens. Ils devaient identifier les blessés graves pour les évacuer et les soigner en Europe. J'étais sur la liste des gens à évacuer, mais j'ai refusé, car je ne souhaitais plus vivre. Mis à part que je ne voulais plus continuer à vivre, je détestais fort les Blancs à l'époque. Sans parler d'aller chez eux, le seul fait de les voir soigner les gens, c'était comme si j'assistais à ma propre mise à mort. La raison de cette haine, c'est que depuis le début de la guerre en 90 jusqu'en 1994, je voyais des militaires français ici avec des Interamwe. Ils se promenaient ensemble dans la ville. Ces Interamwe avaient commencé à tuer les gens depuis 1990, des Tutsis. Comme je vous le disais, le chef des Interamwe était notre voisin et sa femme était une relation de famille. Nous en discutions et elle me montrait des photos que son mari avait. On voyait sur certaines photos des militaires français qui entraînaient les Interamwe et leur apprenaient à manier le fusil dans le Mutara. Les voir entraîner ces miliciens qu'ils voyaient tuer des gens innocents pour des gens évolués comme eux, cela faisait que je leur en voulais et les détestais fort. Que s'est-il passé à l'hôpital psychiatrique de Ndera durant le génocide? Je crois qu'il s'est passé des horreurs dans cet hôpital. Donc, il faut rappeler que c'est l'unique hôpital psychiatrique du Rwanda. Et c'est une maison de fous, on disait, n'est-ce pas? Et pendant le génocide, les gens se sont dit que personne n'allait s'intéresser aux fous. Et que c'était une voie pour les gens des collines avoisinantes. C'était un lieu où ils pouvaient se réfugier. Et même le personnel de Ndera. Ils se sont réfugiés dans cet hôpital. Ils étaient très nombreux. Donc les gens sont venus se mêler aux malades avec l'espoir qu'ils allaient avoir la vie sauve. Donc les Européens qui étaient là, les frères de la charité et d'autres personnes qui sont venues les rejoindre en Ndera ont reçu l'ordre d'évacuer le lieu. Et l'armée belge est venue les récupérer effectivement. Il semble en ce moment-là que l'armée du
du Front patriotique n'était pas loin de là. C'était, semble-t-il, environ à 4-5 kilomètres. Et tout le monde est sorti derrière les Européens en implorant l'armée belge de les couvrir juste ces 4 kilomètres pour avoir la vie sauve. Ils ont répondu que ça ne faisait pas partie de leur mission. Donc ils ont récupéré les Européens et les autres sont restés en attendant donc la mort. Ils n'ont pas attendu longtemps parce que les militaires de Habyarimana sont venus avec les Interahamwe, les miliciens. Ils ont attaqué tout le monde à l'hôpital. Ils ont forcé les portes. Ils ont commencé à tirer. À tirer partout. Pour les malades, ils n'ont pas fait du tout de distinction entre les Hutus et les Tutsis. Ils ont dit que c'était tous des fous de toute façon. Et quelques patients qui n'étaient pas dans l'hôpital, qui étaient dans les environs, donc qui n'avaient pas été massacrés, juste après le génocide, ils sont venus se réunir à l'hôpital. Ils sont revenus, certains avaient pu cacher quelques médicaments, et ils ont commencé à s'auto-soigner entre eux, et jusqu'à ce qu'un infirmier qui est venu du Burundi est venu les rejoindre. Donc ils ont commencé le début du nouvel hôpital psychiatrique autour du feu, en les aidant pour organiser le peu de médicaments qu'ils avaient et puis le minimum de soins qu'ils pouvaient se donner eux-mêmes. Et la Croix-Rouge les a rejoints plus tard. Depuis 1994, on a beaucoup plus de traumatisés que de psychotiques, de vrais psychotiques, quoi. Avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont vécu dans ce pays. Et je peux dire que le problème de santé que nous avons ici, le traumatisme vient à l'avant-plan. Beaucoup de gens ont perdu la parole, ont perdu la raison. Et des deux côtés, on a vu débarquer des enfants qui ne parlaient plus et qui ont finalement parlé grâce au groupe, parce que le groupe les a portés. Dis-moi, comment est apparue la maladie? Je te pose la question. Je ne sais pas. Te souviens-tu des symptômes que tu présentais? Comme quoi, par exemple? J'arrivais à l'école et je me battais. Et quand je me battais, les maîtres venaient se plaindre chez moi. Un jour, on m'a amené à Byumba pour me faire soigner. On me donnait des comprimés et quand je les avais finis, je n'étais pas guéri. Et on m'a ramené là-bas. J'ai l'impression que tu es fatiguée. J'ai beaucoup de problèmes dont on peut parler. Et d'autres, non. Il y a beaucoup de problèmes dont tu ne pourrais pas parler. Sûrement que le moment d'en parler n'est pas encore venu. Quand tu te sentiras capable d'en parler, on en parlera.
Maintenant, si tu te sens fatigué, on peut arrêter et on continuera la prochaine fois. J'attends ce que tu as à me dire et on va arrêter. Si je trouve un petit moment, je te raconterai. Pour le moment, je me rappelle pas bien. Et tu souhaites qu'on arrête maintenant? Que l'on continue la prochaine fois? Il faudra que tu continues à y penser pour te rappeler. Ainsi, tu pourras nous raconter, afin que l'on trouve comment t'aider. Le groupe, avec ses fonctions, nous aide à rétablir, à donner de la valeur à la culture, donc à la mentalité des Rwandais. Et à travers ça, nous soignons les patients. Ça nous aide beaucoup. Par exemple, tous ces patients que vous voyez qui sont violents ou qui n'arrivent pas à se maintenir comme il faut dans les groupes, ils apprennent à travers les groupes à se valoriser, à comprendre qu'il y a des gens quand même qui les écoutent. Parce que des fois ils viennent en état de désespoir parce qu'ils n'ont pas été écoutés, parce qu'ils sont marginalisés. Mais avec ces groupes, ça les aide à rétablir la parole, à retrouver l'estime de soi. Faire des liens ou refaire des liens, c'est quand même la voie obligée pour pouvoir retrouver la vie. Et parce qu'on ne peut pas vivre sans lien. Comme on ne peut pas vivre sans personne, on ne peut pas vivre seul. Et c'est donc le défi du professionnel, c'est le défi de tous les intervenants dans ce pays, faire le lien entre les gens, faire le lien avec l'histoire, mais aussi faire le lien avec soi-même. Solange, comment ça s'est passé ton enfance? Tu as des souvenirs heureux? Un peu. Tu peux nous parler un petit peu de... Tu allais à l'école, comment ça se passait là où tu étais? Quand le moment d'aller à l'école est arrivé, je suis partie à l'école. Après l'école, je retournais dans ma famille et je m'amusais avec les autres enfants. Il y avait des voisins et nous jouions. Et en 94, tu avais quel âge? 7 ans. Et tu peux nous raconter ce qui s'est passé au début du génocide? La façon dont ça s'est passé, nous avons vu que l'on commençait à tuer les gens près de chez nous. Les gens commencèrent à aller trouver refuge dans les églises. Alors nous aussi, on est allés dans les églises.
Par après, ils ont commencé à défoncer les églises. C'est là que les gens ont fui vers les bureaux communaux. Ça continuait. J'étais à l'église avec les parents, les deux. Mais quand on a quitté l'église pour la commune, j'étais avec un seul, maman seulement. Arrivé à la commune, là aussi, quand on commença à bombarder la mairie, les gens disaient que ceux qui ont la force feraient mieux de partir. Alors je suis partie. Et je n'ai plus revu personne. J'étais partie seule. Je marchais dans des endroits peu fréquentés. Dans la forêt, les abords de rivières. Puis nous sommes arrivés dans un endroit. Il y avait une autre enfant avec qui j'étais. Nous sommes partis et sommes tombés sur des militaires de la garde présidentielle. Ils nous ont pris et nous ont conduits dans un autre endroit et nous y vivions dans cet endroit. Il y avait beaucoup d'autres, des enfants qui étaient là. Nous y sommes allés. Ils ont commencé à coucher alors avec nous. Nous y vécûmes un long moment. Nous avons continué à vivre là. Il est arrivé un moment, c'est alors que sont venus les Inkotani. Quand les Inkotani sont venus, les autres ont pris la fuite. Nous sommes restés là. Après un certain temps, j'ai fini par retourner chez moi à Gitarama. Je n'ai trouvé personne. On m'a dit qu'ils étaient tous morts. Alors je suis revenue dans cette famille, ici à Kigali. La femme de mon oncle était revenue. Elle m'a accueillie et nous avons partagé ce même toit. Après ça, en 1996, je suis retournée à l'école primaire. J'ai donc recommencé à étudier. Arrivée en 5e année, j'ai commencé à être malade. J'étais souvent malade. Comme j'étais souvent malade, la femme de mon oncle m'a conduite à l'hôpital. On a fait des analyses de sang et on a constaté que j'avais été contaminée. J'ai donc abandonné l'école. Elle m'a emmenée là où travaillent Jeanne et ses collègues. Jusqu'aujourd'hui, donc quand je tombe malade, comme c'est souvent le cas, je vais les voir. Et quand tu es venue voir Jeanne, tu avais besoin de parler? Oui, je sentais que j'avais beaucoup de problèmes. Et je tombais malade fréquemment. Je tombais malade fréquemment. Alors aujourd'hui, Solange, comment tu occupes tes journées? Je ne fais rien. Je reste ici, tout simplement. Mais depuis que la dame est partie, comment vis-tu? Je vis ainsi. Je me suis habituée à vivre en son absence. Lorsque j'ai un problème, je vais voir Jeanne. Elle m'aide et c'est ainsi.